Je m'appelle Élise et j'avais 26 ans la nuit où ma sœur s'est enfuie avec son amant, me laissant seule avec son fils de 10 ans gravement malade, un souvenir gravé dans ma mémoire comme une blessure jamais totalement cicatrisée. Elle se tenait sur le pas de ma porte avec une valise, le regard froid et la voix tranchante, tandis que la pluie battait les carreaux derrière elle. Son fils, Thomas, était recroquevillé sur mon canapé, brûlant de fièvre, sa petite poitrine sifflant à chaque respiration difficile. Les médecins nous avaient déjà prévenus que son état était sérieux, chronique et imprévisible. Je tremblais, la suppliant de ne pas partir, la suppliant de penser à son enfant, mais elle a ri, elle a vraiment ri, et a prononcé des mots qui résonnent encore dans ma tête, « C'est ton fils maintenant ». Ma sœur a ricané pendant que je pleurais, impuissante, mes mains agrippant sa manche jusqu'à ce qu'elle l'arrache brutalement. Puis elle s'est retournée, est sortie avec son amant et ne s'est jamais retournée. La porte a claqué, à cet instant, ma vie s'est scindée en un avant et un après. Je n'avais aucune idée de comment élever un enfant, encore moins un enfant malade. Je travaillais de longues heures, je peinais déjà à payer mon loyer, et soudain, je me retrouvais responsable des médicaments, des allers-retours à l'hôpital, des réunions parents-prof et des nuits blanches passées à compter ses respirations en priant pour que la fièvre tombe. Thomas se réveillait en hurlant de douleur, réclamant sa mère, et je le berçais en lui chuchotant des mensonges que j'espérais voir devenir vrais un jour. Je lui disais qu'elle reviendrait. Je lui disais que tout irait bien. Parfois, il me regardait avec des yeux bien trop matures pour un enfant de 10 ans et demandait « Tata Élise, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» À chaque fois, mon cœur se brisait un peu plus. Les dépenses s'accumulaient vite, même avec la sécurité sociale, les soins spécialisés et ma perte de revenus pesaient lourd. J'ai vendu ma voiture, puis mes bijoux, puis tout ce qui n'était pas indispensable. Mes amis se sont éloignés à force de me voir annuler nos sorties. Ma sœur n'a jamais appelé, pas une seule fois. Pas d'argent, pas de questions, pas de messages. C'était comme si elle avait totalement effacé son fils de sa vie. La nuit, quand Thomas finissait par s'endormir, je m'asseyais à la table de la cuisine entourée d'ordonnances et de papiers administratifs, me demandant comment une personne pouvait être aussi cruelle. J'étais en colère, terrifiée, épuisée, mais par-dessus tout, j'étais déterminée. Je refusais de le laisser se sentir abandonné une seconde fois. Les années ont passé dans un flou d'hôpitaux, d'espoirs brisés puis reconstruits. Thomas a grandi, il est devenu plus grand, plus mince, mais plus fort d'une manière que les médecins n'auraient jamais cru possible. Il a appris à gérer sa maladie avec une discipline qui forçait mon respect. Il a étudié dur, poussé par une rage intérieure féroce, et moi, je cumulais 2 emplois pour nous maintenir à flot. Il y avait des nuits où je pleurais sous la douche pour qu'il ne m'entende pas. Il y avait des matins où je souriais malgré une fatigue qui me rongeait les os parce qu'il avait besoin que je sois forte. Les gens me disaient que je gâchais ma vie. Ils disaient que j'aurais dû appeler les services sociaux, que j'aurais dû forcer ma sœur à prendre ses responsabilités. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais chaque fois que Thomas me souriait, chaque fois qu'il m'appelait « maman » par accident avant de rougir, je savais que j'avais fait le bon choix. 17 ans plus tard, ma sœur a soudainement réapparu comme un fantôme surgissant du passé. Elle s'est présentée à un grand repas de famille, vêtue de vêtements de luxe, dégoulinante d'assurance, agissant comme si de rien n'était. Elle a embrassé les proches, ri fort, et quand elle s'est enfin tournée vers moi, ses yeux ont balayé la pièce comme si elle cherchait quelqu'un. D'un ton désinvolte, elle a demandé ce qu'était devenu, le pauvre petit garçon, qu'elle avait laissé derrière elle. Elle l'a dit comme si elle prenait des nouvelles d'un vieil animal de compagnie. Mes mains tremblaient, mais je n'ai rien dit. La pièce semblait trop petite, l'air trop lourd. C'est alors que la porte s'est ouverte et qu'un homme grand, beau et élégant en costume est entré dans la pièce. Sa présence a réduit tout le monde au silence. Il a marché droit vers moi, a posé une main douce sur mon épaule et a souri. Le visage de ma sœur est devenu blême. Mais avant ce moment, avant le choc et la confrontation, il y a eu des années que personne n'a vues. Des années de peur que Thomas ne survive pas à l'hiver. Des années à célébrer de petites victoires comme une prise de sang normale ou un diplôme scolaire. Des années où il demandait pourquoi sa mère ne voulait pas de lui et moi, apprenant à répondre sans empoisonner son cœur. Je lui ai appris la gentillesse même quand le monde n'avait pas été gentil avec lui.
Je lui ai appris que l'abandon ne définissait pas sa valeur. Et quelque part en chemin, sans le vouloir, j'ai cessé d'être juste sa tante. Je suis devenue son ancre. Cette nuit où ma sœur est partie, je pensais que ma vie était finie. Je pensais avoir hérité d'un fardeau impossible. Mais avec le recul, je réalise que c'était la nuit où ma véritable histoire a commencé. La nuit où j'ai appris ce que l'amour coûte vraiment et ce qu'il peut donner en retour. La salle s'est figée quand le grand homme élégant est entré dans la lumière. Et pendant un battement de cœur, personne n'a respiré. Le sourire confiant de ma sœur s'est brisé, ses lèvres s'entr'ouvrant alors que la couleur quittait son visage parce qu'elle l'avait reconnu avant même qu'il ne parle. C'était le moment fatidique de ma vie, le moment vers lequel elle avait marché sans le savoir pendant 17 longues années. L'homme a ajusté sa veste, sa posture calme, contrôlée, puissante, puis il m'a regardé avec une chaleur qui a stabilisé mes jambes tremblantes. « Tante Élise », a-t-il dit clairement, fièrement. « Je suis là. » Des hoquets de surprise ont parcouru la salle alors que la réalisation se propageait comme une traînée de poudre. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas une coïncidence. C'était Thomas, le garçon de 10 ans gravement malade que ma sœur avait abandonné, devenu un homme qui imposait le silence rien qu'en se tenant là. Ma sœur a reculé d'un pas en chancelant, murmurant son nom comme si le prononcer pouvait le faire disparaître. « C'est impossible », a-t-elle marmonné, ses yeux faisant des allers-retours entre son visage et le mien. « Qu'est-il arrivé au pauvre petit garçon ?» avait-elle demandé si nonchalamment quelques minutes plus tôt. Et maintenant, la réponse se tenait devant elle, vivante, forte, ayant réussi, et totalement hors de son contrôle. Thomas ne s'est pas précipité vers elle. Il ne l'a pas serrée dans ses bras. Il n'avait même pas l'air en colère. Il semblait apaisé, calme d'une manière que seule une personne ayant survécu au pire peut l'être. Il a dit à l'Assemblée qui il était, ce qu'il avait accompli, comment il avait bâti une carrière alors que les médecins doutaient qu'il dépasse l'adolescence. Il a parlé de discipline, de résilience et de la femme qu'il avait élevée quand personne d'autre ne le voulait. Chaque phrase me serrait la poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Quand il s'est enfin tourné vers ma sœur, sa voix était stable. Il lui a répété ses propres mots, chaque syllabe inchangée, « C'est ton fils maintenant ». La salle est devenue silencieuse. Il a expliqué comment ces mots étaient devenus le carburant qui l'avait propulsé à travers les services hospitaliers, les nuits sans sommeil et les années de douleur. Comment il avait appris très tôt que la famille n'est pas celle qui vous donne naissance, mais celle qui reste quand partir serait plus facile. Ma sœur a essayé de l'interrompre, les larmes coulant, débitant des excuses sur la peur, l'amour, le désespoir. Thomas a écouté poliment, puis a secoué la tête. « Tu ne peux pas réécrire l'histoire », a-t-il dit. « Tu es parti. » Elle est restée. Il a fait un geste vers moi, et à ce moment-là, chaque sacrifice, chaque larme, chaque peur que j'avais ravalée est revenue comme une vague. Je me sentais exposée là, debout, comme si toutes mes luttes privées avaient été traînées dans la lumière. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir auparavant, la fierté. Pas bruyante, pas vantarde, mais profonde et inébranlable. Le genre qui s'installe jusque dans vos os. Je me suis souvenu de la nuit où ma sœur s'est enfuie avec son amant en me laissant son fils malade. Je me suis souvenu de mes pleurs impuissants pendant qu'elle ricanait. Je me suis souvenu de la solitude après que la porte a claqué. Je pensais que survivre était la victoire. J'avais tort. Devenir plus que de la simple survie, c'était ça la vraie victoire. Ma sœur s'est effondrée sur une chaise, sanglotant maintenant, demandant s'il y avait un moyen de réparer ce qu'elle avait brisé. Thomas ne l'a pas humiliée. Il n'a pas élevé la voix. Il lui a simplement dit la vérité, certains choix créent des distances que le temps ne peut pas effacer. Il lui a souhaité d'être en paix, puis s'est détourné. Et c'était tout. Pas de vengeance dramatique. Pas de cris, juste des conséquences. Le genre qui arrive doucement mais qui reste pour toujours. Alors que la réunion se dissolvait en murmures, Thomas s'est penché et m'a serré dans ses bras. Pas l'étreinte polie d'un homme adulte, mais celle, serrée et familière, du garçon qui s'accrochait autrefois à moi pendant ses fièvres et ses cauchemars. « Tu m'as sauvé la vie », a-t-il chuchoté.
Je voulais lui dire qu'il avait sauvé la mienne aussi, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Dehors, le monde continuait de tourner comme si rien de monumental ne venait de se produire. Mais je savais la vérité. Certains moments n'ont pas besoin de témoins pour compter. Plus tard ce soir-là, seule chez moi, je me suis assise dans la même cuisine où, des années auparavant, je fixais des boîtes de médicaments et des factures impayées, terrifiée par l'avenir. La peur avait disparu. À sa place, il y avait une certitude tranquille que l'amour, le vrai, ne ressemble pas toujours à un acte héroïque sur l'instant. Parfois, cela ressemble à rester quand quelqu'un d'autre s'enfuit. Parfois, cela ressemble à de l'épuisement, au sacrifice, et au fait de choisir encore et encore chaque jour. Ma sœur a demandé ce qui était arrivé au pauvre garçon. La vérité, c'est qu'il est devenu tout ce qu'elle n'a jamais cru qu'il pourrait être, et tout ce que j'ai toujours su qu'il était. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la vraie force se construit dans le silence et que la loyauté compte plus que les liens du sang, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous pour d'autres histoires puissantes sur la résilience. Les conséquences de nos actes et ces moments inoubliables.